Bonjour à toutes et à tous, heureux de partager ce moment avec vous. Je suis Patrick Lelon, journaliste, épris de liberté. Et quand on évoque la liberté, de quelle liberté parle-t-on ? Celle du corps, un corps libre sans douleur, celle du mental, un esprit libre, celle de l'âme, autrement dit, de la liberté spirituelle. Pour en parler, 3 invités, le docteur Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de yoga, le docteur Pascal Vesproumis, addictologue, hypnothérapeute, et Jean-Michel Baligne, certes centralien, mais aussi cherchant en spiritualité. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui visite et explore les sciences, la spiritualité, la psychologie. Retrouvez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en libre accès pour nos abonnés et à partir de l'application Inexploré. Et pensez à nous soutenir en vous abonnant au magazine dans sa version papier et dans sa version numérique. Alors, ouvrons grand nos oreilles. Bonjour Bernadette de Gasquet. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, professeur de yoga. Parlez-nous de vos parcours, de votre présent. Le parcours est atypique depuis le départ. C'est-à-dire que je ne suis pas allée à l'école primaire, j'étais dans une ferme. Je suis montessorienne avant l'heure. Et je suis allée à partir de la 6e, pensionnaire. Voilà. Et mon parcours, je n'étais pas partie du tout pour faire ce que je fais. J'ai fait de l'économie par défaut. Et bon, j'en ai fait pas mal. Donc, je ne suis pas allée à l'école jusqu'en 6e, mais après, j'ai fait bac plus 14. Voilà. Et finalement, dans l'économie, je n'ai pas trouvé ma place, mais j'ai tout de suite fait de la formation. Et c'est un peu par hasard que j'ai commencé le yoga à Paris. Je me suis mariée très jeune. Mon mari, fonctionnaire, était muté à Paris. Et je détestais le sport. Je veux dire, à mon époque, courir autour de la cour de récré, on n'avait même pas de pantalon, parce qu'il n'y avait pas de pantalon pour les filles. Enfin, je trouvais ça mais stupide. Et c'était obligatoire à Paris, donc j'ai dû me remettre au sport à la fac. Et la prof introduisait un peu de yoga à la fin. Et là, j'ai dit, là, ça a un sens. Et du coup, j'ai commencé des cours de yoga, mais juste pour le côté corporel de la chose, le côté hatha yoga, posture. Voilà. Et puis, je pensais jamais faire ce que je fais. Mais mes collègues de bureau m'ont dit, tu fais du yoga, tu peux pas nous faire une petite séance de temps en temps? Et enseigner m'a beaucoup plu. Donc, je me suis formée et puis j'ai commencé à faire du yoga. J'étais au PTT à l'époque. C'était encore les PTT, c'était pas encore séparé. Et j'ai créé la section de yoga de la SPTT. Et puis, c'est à l'occasion de mes 2 premiers accouchements que la maternité est rentrée dans ma vie et qu'on m'a demandé si le yoga pourrait faire quelque chose sur la douleur de l'accouchement. Bon, j'ai dit, j'en sais rien parce que le yoga ancien ne parle pas des femmes et de la maternité. Moi, j'ai mon expérience de maman, mais c'est tout, je sais rien. Et une obstétricienne m'a dit, si, je pense que vous pouvez nous aider parce qu'on n'a rien contre cette douleur. On était dans les années 76. Et voilà. Et en 78, j'ai commencé à travailler avec des sages-femmes. Mais ce que j'avais ressenti dans mes accouchements, c'était juste l'inverse de ce qu'on faisait faire aux femmes en termes de position, de respiration, mais vraiment tout opposé. Et j'avais aucune légitimité. Voilà. Et finalement, je me disais, je rends pas service aux mamans qui trouvaient ça très logique ce que je faisais parce que c'était animal, c'était voilà. Mais arrivé en salle d'accouchement, c'était juste l'inverse. Et j'avais aucun argument. Donc, je me suis dit, ou j'arrête, ou je me donne les moyens. Et donc, à 38 ans, avec 3 enfants, je me suis dit, il faut que je sache un peu de quoi je parle. Et j'ai donc commencé des études de médecine. J'avais fait un doctorat d'économie. Voilà. Et j'ai commencé à 38 ans.
mais sans aucune intention d'exercer la médecine. Et je n'ai jamais exercé la médecine. J'ai toujours travaillé sur le yoga et la maternité. Il y a un obstétricien qui m'a donné un surnom, et je me reconnais bien là-dedans. Il m'appelle l'OGM, l'obstétrique globalement modifiée. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors ensemble, on va accoucher, si j'ose dire, de questions et de réponses. Vous parliez de douleur, justement. Alors, la douleur, ça évoque le corps aussi. Le corps sait nous faire souffrir de temps à autre. Alors, vous êtes médecin. Lorsque je vous écoute, bien sûr, moi, j'ai pas accouché parce que je suis un garçon, mais je comprends ce qu'est la douleur. J'ai un corps, vous le savez, puisque vous êtes médecin. Alors, j'espère que c'est pas trop grave déjà d'avoir un corps. Est-ce qu'on peut être libre, c'est là la question, plus précisément, être libre dans son corps? Est-ce que, finalement, la question de la liberté, c'est une question qui est réservée aux apprentis philosophes ou philosophes, j'allais dire, reconnus comme Sartre. Est-ce que c'est pas incongru, décalé, de poser la question de la liberté à partir du corps? Peut-on être libre quand on a un corps? Cet ensemble qui est formé, comme vous le savez, de 2 bras et de 2 jambes, et pas seulement d'une tête, et que l'on traite comme un esclave finalement, ou par ignorance, jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui parfois violemment. C'est grave d'avoir un corps? Oui, c'est grave, c'est la vie. C'est la vie, c'est la mort. Alors, je voudrais quand même raconter quelque chose parce que j'ai envie de le témoigner aussi. En fait, comment je suis venue, moi, au yoga, vraiment, c'est que j'ai assisté aux assises du yoga en 72 et j'ai vu monter sur scène, puisque ça se passait à Saint-Malo, dans un décor extraordinaire, et j'ai vu arriver sur scène une petite bonne femme, toute menue, une ombre, toute noiraude, habillée de noir, claudiquant. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est montée sur scène, c'est dans un théâtre. Elle s'est mise à faire du yoga. Elle est devenue immense, magnifique. Cette femme, je la remercie encore, c'est Eva Rushpol, une des pionnières du yoga en Occident. Eva Rushpol a eu la poliomyélite à 18 mois et elle est restée avec un handicap. Mais elle est magnifique. Et à l'époque, moi, j'étais jeune, j'étais pas sûre de moi, pleine de complexes et tout ça. Et mon corps, il me plaisait pas. Hein. Bon. Et j'ai dit, mais bon sang, moi, j'ai 2 bras, 2 jambes qui fonctionnent. De quoi je me plains? Et je pourrais faire quelque chose de beau avec ça. Et c'est ce qui m'a révélé et donné la possibilité de me montrer avec mon corps. Chose que vraiment, à l'époque, j'aimais pas du tout. Donc, je pense que effectivement, pour moi, ça a été décisif. Et après, vous savez que je travaille sur la maternité. Donc, la maternité, même si on est super intellectuel, on ne peut pas échapper à ce passage dans le corps. Et on en apprend beaucoup à cette occasion, quand même, sur soi et sur la vie. Et ce bébé qui arrive, oui, il a un cerveau. Mais tant qu'il n'est pas capable de parler et de bouger de façon autonome, son cerveau, il lui sert à rien. Donc oui, le corps, c'est important. L'anima, ça vient après. Hein. Et dans le yoga, on part du corps, du fondement pour aller vers l'homme, debout l'homme, éveillé l'homme. Enfin, on monte vers la tête, on ne descend pas de la tête vers le corps. Docteur de Gasquet, on sait que l'esprit peut guérir le corps, mais est-ce que le corps peut guérir l'esprit? Je pense que c'est un tout et que c'est bien ce qu'on nous a toujours dit d'ailleurs. Enfin, c'est pas nouveau. Mens sana in corpore sano. Hein? On n'invente rien. Et le yoga, ça a toujours été ce lien entre le corps et l'esprit. Ne pas être dans l'illusion, être dans le réel. Se réaliser dans le réel. Et je trouve que l'Occident oppose sans arrêt le corps et l'esprit. Aujourd'hui, on nous dit que
notre intestin est un deuxième cerveau. Mhm. Ben, il y a des gens, ils en ont qu'un et c'est celui-là. Hein. De plus en plus. Parce que la bouffe, mon Dieu que c'est compliqué, mon Dieu qu'on se prend la tête. Et le sport, ben, c'est pareil, c'est... Toute la vie tourne autour de ça. Il y a des gens qui sont complètement... mais ils ne sont pas libres, mais pas du tout. Parce que s'ils ne courent pas tout le temps, ça ne va pas. Ils n'ont aucune plasticité. Et la plasticité, c'est le corps et l'esprit. Et je trouve que ouais, ça ne peut pas se dissocier. Et il y a la génétique. Et pour moi, c'est très, très important parce que dans la maternité, je vois bien les différences de morphologie, de bassin. Voilà, ça révèle plein de choses. Donc, il y a la génétique et il y a l'épigénétique. Et tout ça fait que théoriquement, on doit pouvoir s'adapter physiquement et mentalement. Si on ne peut pas s'adapter à un handicap physique, il y a un problème dans la tête. Effectivement. On vous appelle le docteur Périnée. On ne parle jamais du périnée dans les salles de sport, alors souvent dans des livres qui sont destinés aux femmes enceintes. Avec vous, moi j'ai découvert que les hommes avaient aussi un périnée, ce que j'ignorais. Alors, sans maîtrise du périnée, il n'y a pas de liberté ? Alors, disons que le périnée, en particulier dans le yoga, c'est le fondement. Bon, quand il n'y a pas de fondement, c'est difficile quand même de monter très haut. Et en yoga, l'énergie, la base, racine, elle est là. Bon, la maîtrise, en revanche, voilà, qui est anti-liberté. Il faut maîtriser, toujours se maîtriser. Et aujourd'hui, j'ai écrit un jour un article pitié pour nos périnées. Parce que on nous demande une maîtrise de tout. Être championne olympique du périnée. Oui, mais après, il faut se lâcher, hein, attention. Hein, bon. Donc, oui, bien sûr, l'enfant qui n'est pas mature ne maîtrise pas ses sphincters. Et maîtriser les sphincters, c'est une étape très importante vers l'homme. L'animal, encore que les chiennes et les chattes éduquent leurs petits, ils maîtrisent quand même leurs sphincters, mais enfin, les oiseaux, c'est tout le temps, voilà. Donc, être un homme humain, c'est quand même cette maîtrise. Et c'est vrai que en vieillissant, on perd un peu de cette maîtrise. Hein. Le sphincter, ça vieillit, comme les yeux, comme les oreilles. Bon, voilà. Donc, on peut avoir la sensation de ne plus maîtriser et donc d'avoir perdu quelque chose à ce niveau-là. C'est pas faux. Comment découvrir la liberté, la sentir, en faire l'expérience à partir du corps ? Je crois que le bébé, justement, le nouveau-né, qui n'est pas capable de gérer son corps, mais il y a une chose qui le motive, bon, bien sûr de manger, mais il cherche le plaisir. Il a la notion du plaisir. Il cherche ce qui lui fait plaisir. Et ça, je pense que ressentir la liberté, ça doit donner du plaisir. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui où je trouve que les gens n'ont pas de plaisir. Ils se forcent même à faire des choses, mais ils n'éprouvent pas de plaisir. J'ai une chance inouïe. À l'âge que j'ai toujours plaisir à travailler parce que ça me passionne et parce qu'à chaque fois, c'est des rencontres, c'est... La retraite, en espagnol, ça se dit jubilation. J'ai fait une rencontre il y a 15 jours qui me fait encore vraiment jubiler. C'est une apnéiste, championne du monde d'apnée. Et elle m'a dit, quand je suis là, dans le noir absolu, sous l'eau, je suis libre. Je n'ai pas cette expérience, mais je comprends complètement. Et on peut ressentir, non pas de la maîtrise, mais je suis bien avec ce corps-là. Et voilà. Mais pour moi, c'est aussi, chaque fois, je me dis, j'ai beaucoup de chance. Bernadette de Gasquet, vous enseignez le yoga, vous nous l'avez dit, une pratique souvent accommodée à toutes les sauces, pas forcément reliée d'ailleurs à la liberté. Votre pratique peut-elle conduire à la libération de l'être en totalité ?
Oh là là, je n'ai pas cette ambition. Vous avez 2 heures pour répondre, hein, c'est une question de dissertation. Je n'ai pas l'ambition de rendre libre tout le monde. Mais là aussi, ça me fait penser tout de suite à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Debout, qui est un film sur le yoga, par un réalisateur qui s'est retrouvé paralysé par une sciatique et condamné, et qui a rencontré un prof de yoga qui lui a dit, après qu'il ait eu tout ce qu'on peut faire en médecine, respire. Il a dit, celle-là, elle se fout de moi. Bon. Et elle lui a dit, si tu me suis, dans 3 ans, tu marches. Il marche. Il a repris sa vie. Et il a fait un film sur le yoga dans les conditions, justement, difficiles de la vie. Donc, c'est des reportages sur des gens qui ont des scléroses en plaques, sur des autistes, sur des gens qui vivent dans les bidonvilles, sur des gens qui ont le sida. Le yoga, c'est pas que un truc joli, acrobatique. Et là, ça commence, ce film, par les couloirs de la mort, des condamnés à mort, des grosses brutes tatouées qui ont tué. Et il y en a un qui dit, je sais que je n'aurai jamais plus la liberté extérieure, je cherche la liberté intérieure, en pratiquant le yoga. Donc, moi, je vais pas apporter la liberté aux gens, mais le yoga est un moyen pour eux de peut-être trouver leur liberté relative. Je pense qu'on n'est jamais totalement libre. Totalement libre, ça veut dire les autres n'existent pas. Enfin, ma liberté fait ombre à celle des autres, peut-être. Je pense que liberté, ça veut dire avoir le choix, mais le choix en soi est limitant. Et sacrifice. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire liberté totale? Ça n'existe pas, mais se trouver, se réaliser. Et je pense que le yoga est un bon outil. Dans l'expression à corps et à cri, que nous dit notre corps que notre raison ignore? Je pense qu'effectivement, le corps a une mémoire. Et ça, on vient de le découvrir il n'y a pas longtemps, c'était évident, mais bon. Et cette mémoire du corps, c'est un garde-fou. Et c'est aussi notre sauvegarde, c'est-à-dire quand on va trop loin, on ne peut pas ignorer son corps. C'est pas possible. On voudrait être au-dessus de ça. Hein. Oh oui, moi, j'ai pas besoin de manger, de dormir. Bon, raconte-le si tu veux. Et donc le corps, il va nous ramener sur la terre, quoi. Hein. Et dans le yoga, on essaye de conserver un corps pour que ça dure longtemps, mais bien. Et la retraite en yoga, c'est un moment qu'on attend pour se réaliser. On aura payé sa tribu à la société, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut peut-être faire des enfants, les élever. Mais il y a un moment où on peut vivre pour soi, pour son être. Et là, si on est handicapé par des douleurs, c'est dommage. Donc, dans le yoga, on se préserve pour essayer d'avoir ce temps où on va pouvoir être un peu au-dessus des exigences de mode, des exigences que j'appelle de manipulation. On est très manipulé. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas manger ci, il faut... Enfin bref. Comme j'ai du recul, n'est-ce pas, j'ai vu passer tellement et tellement de modes très différentes, et d'études et de trucs. Bon. Finalement, arriver à se connaître et s'adapter. J'ai la chance de beaucoup voyager. J'adore ça. Je vais dans beaucoup de pays. Bon, mais je m'adapte. Je mange ce qu'on mange dans ce pays-là et je suis jamais malade. Les gens qui sont rigides dans leur alimentation, dans leur pratique, mais c'est pas possible. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le yoga, cette liberté corporelle, c'est finalement le mode d'emploi de soi-même. C'est ça. Dans une recherche hédonique, de plaisir, mais pas au sens plaisir, juste me saouler, etc. Mais oui, c'est pas de la consommation. Voilà, c'est parce que chacun va trouver son vrai bonheur
en fonction de ce qu'il est, de où il est, de ce qui... Bon, voilà, c'est... Aujourd'hui, si on n'a pas de téléphone portable, on est très malheureux. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas et on arrivait à être heureux quand même. Tout ça est relatif, tout ça est très souvent manipulé. Et donc, je dis que le sport aujourd'hui, c'est une vraie religion. Et c'est très sectaire, très sectaire. Bernadette de Gasquet, un petit clin d'œil lacanien, hein, ça fait pas de mal si on n'en abuse pas. Alors, le corset, donc du verbe savoir, puisqu'il nous parle, le corset, C-O-R-S-E-T, puisqu'il nous emprisonne, qu'est-ce que ça évoque ou signifie pour vous ? Alors, le corset, oui, ça, dans la maternité, je dis toujours, c'est la femme qui sait, parce que c'est elle qui sent. On peut faire des échographies, on peut voir à travers son ventre, on verra pas tout. Elle sait. Mais il faut qu'elle puisse l'exprimer en sécurité. Le côté corset qui m'emprisonne, pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'il faut des limites corporelles pour exister. Il faut se sentir dans l'espace. Et, encore une fois, la maternité. Je suis enceinte. Ça veut dire que je suis dans une enceinte, dans une ceinture. Je suis protégée. Le corset peut être une protection, à condition qu'il laisse une certaine flexibilité. Effectivement, et qu'on puisse respirer. Voilà, respirer, c'est vraiment vivre. Hein. Vivre, c'est respirer. J'ai envie de citer Nino Ferrer. Vous savez, cette chanson Bernadette, elle est très chouette, ce qui correspond absolument à l'impression que vous nous donnez. Mais c'est bien plus que cela, quand même. Alors, au départ, effectivement, je me suis dit, oh, quelle rime facile. En plus, j'aime pas trop mon prénom. Bon, parce que je vois pas d'où il sort. Je vois pas pourquoi mes parents m'ont appelé comme ça. Ils n'étaient pas spécialement catholiques. Bon. Mais le très chouette, finalement, on peut le voir autrement. Une chouette, le symbole de la chouette, c'est la sagesse. Mais dans Bernadette, elle était très chouette, c'est une sagesse taquine. Oui. C'est un mélange de choses pas trop sérieuses, justement. Et la chouette, c'est un oiseau qui voit la nuit. Ça veut dire voir ce qui n'est pas éclairé par la lumière du jour, la lumière d'aujourd'hui. Ce que le net nous met en évidence, tout ce qui est bien vu. Ça m'intéresse pas du tout. J'aime bien aller voir ce qui ne se voit pas. Donc finalement, merci Nino Ferrer. On peut vous retrouver sur De Gasquet Online, puisque vous avez mis en place un certain nombre de modules d'enseignement, ce qui permet, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, de pouvoir comprendre de quelle manière ils peuvent apprivoiser dans le plaisir leur corps grâce à vos conseils éclairés. Un petit mot de la fin, la liberté, le corps, c'est finalement synonyme, c'est pas du tout antinomique ? C'est pas antinomique. Le corps devrait être un outil de liberté. Merci Bernadette de Gasquet. Merci. Bonjour, docteur Pascal Vesproumis. Bonjour Patrick Lelon. L'esprit, le mental, le conscient, l'inconscient, le soin, c'est tout cela votre quotidien puisque vous êtes médecin, addictologue et hypnothérapeute. Ça se passe comment vos journées ? Je reçois des patients qui viennent globalement me voir parce qu'ils souffrent de quelque chose qu'ils savent dire, parfois qu'ils ne savent pas dire, et parfois qu'ils ne peuvent pas dire parce que la substance les éloigne de notre réalité. Donc une journée, c'est un patient qui vient le matin, qui peut m'évoquer sa fatigue et qui en fait est plutôt dépendant de l'alcool par exemple, qui l'empêche de dormir ou qui au contraire le fait trop dormir. Et ça peut être aussi un patient qui vient et qui ne peut rien me dire parce qu'il n'arrive plus à parler. Alors je vais l'accueillir dans ce qu'il va pouvoir faire. On va commencer fort et par une provocation, puisqu'il s'agit de savoir si l'on peut véritablement être libre. Une addiction à la liberté, à l'absolu, est-ce que c'est possible ?
Alors c'est quelque chose d'intéressant. C'est une question qui amène en fait sur le mot addiction. Est-ce que l'addiction traduit une maladie? Que dire qu'on est addict d'un bon produit voudrait dire que ce produit n'est plus toxique? Et peut-on être addict de la liberté? Et je pense que on n'est pas addict de quelque chose, on est dans un processus qui lui-même n'est pas forcément le plus adapté. Donc la pathologie va plus concerner le processus qui fait qu'on va vers un produit. Et dans la liberté, quand on regarde ce que peut vouloir dire la liberté, c'est assez étonnant parce que liberté, ça veut dire je me veux autonome vis-à-vis de beaucoup de choses qui m'entourent. Je vais même peut-être partir vers le contrôle absolu, puisque vous avez évoqué le mot absolu. Et en même temps, dans liberté, il y a libéré de quelque chose. Donc finalement, je me dis, on a la liberté de faire du bien, on a la liberté aussi de vouloir ne pas faire de mal. Et finalement, il n'y a rien de méchant dans ce que j'entends, c'est plus un engagement. Donc une addiction, ça ne traduit pas un engagement. C'est la réponse que je vais dire. Donc je ne vois aucun danger à militer dans sa philosophie pour la liberté, à condition, on va en parler ensemble, que cette liberté respecte les limites de la liberté des autres. Pascal Vesproumis, être libre, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire être autonome dans sa tête, être autonome dans ses sentiments? Et dans ce cas, on pourrait peut-être dire qu'être amoureux, eh bien, ça nous rend pas libre, mais curieusement, ça nous rend heureux. Alors si je reprends un petit peu ce qu'on vient de dire là, en démarrant, parlant de la liberté, c'est intéressant d'en reparler avant de définir de répondre à cette question. Ça m'évoque Pierre Fouquet. Pierre Fouquet, c'est un hygiéniste. C'est le premier qui a parlé de l'alcool en disant que pour lui, la dépendance qui traduit l'addiction, c'est cette perte de liberté de s'abstenir. Et finalement, moi, je l'applique maintenant à toutes les addictions. C'est-à-dire, je ne peux pas m'arrêter de consommer quelque chose, je ne peux pas m'arrêter de faire trop de sport, je ne peux pas m'arrêter de trop travailler. On est dans un processus addictif. Quand je me dis finalement, est-ce que je peux être libre dans ma tête sans substance? C'est probablement pas ce que je recherche quand je prends la substance. Je recherche probablement une évasion. Je recherche quelque chose qui me simplifie la vie, quelque chose qui me rende les choses plus simples. Un patient qui vient nous parler d'une addiction, il n'est pas addict pour rien. Il a rencontré un produit, ce produit a peut-être dévié de sa fonction, il s'en est servi, et ça lui a servi à quelque chose. Et on va même parfois entendre des personnes me dire qu'ils sont extrêmement bien et heureux dans le rapport de plaisir qu'ils vont partager avec la substance, d'autant qu'ils vont la partager parfois avec quelqu'un. Donc effectivement, que veut dire être amoureux? Est-ce qu'amoureux, c'est être amoureux dans la même conduite, dans la même, je dirais, utilisation du produit? Probablement pas du tout. A-t-on besoin d'une substance pour être amoureux? Ou est-ce que pour être amoureux, on a surtout besoin de rentrer en lien avec l'autre? Et c'est là qu'est la deuxième partie, je dirais, un peu de définition de cette dépendance. On a dans les mots qu'on a pu connaître, des mots donnés par Laurent Carilla qui rappellent les 5 C avec, dans les addictions, une perte de contrôle, des comportements compulsifs vis-à-vis des substances, le manque qui se traduit par le craving, et puis des comportements qui se répètent malgré le danger que ça représente, c'est-à-dire prendre la voiture, etc. Et on voit que dans ces deux définitions, on a à la fois le fait de dire « je n'ai plus la liberté de m'abstenir », et en parallèle, on voit qu'il y a des comportements qui nous mettent en danger. Donc finalement, ce comportement amoureux, est-ce que il est fait pour nous prévenir d'un certain nombre de choses, puisque l'amoureux avec nous va mettre des limites parfois, ou au contraire, est-ce qu'il va nous emporter dans un excès? Moi, je pense que dans cette relation à l'autre, on est surtout dans une dimension qui nous demande d'entrer dans un consentement mutuel. Et je pense que c'est là qu'on a la réponse un peu aux deux premières questions, c'est qu'à partir du moment où on est dans une addiction, il n'y a plus de consentement, en particulier mutuel. J'ai établi un rapport à un comportement qui est dit addictif parce que je ne peux pas l'arrêter, ou un rapport à une substance. Je le fais peut-être parce que j'en suis devenu dépendant par l'histoire que j'ai menée dans cette période où je n'étais pas bien. Et puis finalement, je vois que je souffre, ou je vois que les gens souffrent autour de moi,
mais je n'arrive plus à l'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consentement? Un consentement amoureux, je peux être amoureux de quelqu'un, cette personne peut être amoureuse de moi, c'est mieux. C'est-à-dire que je peux être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi, il y a quelque chose qui ne va pas nous rendre heureux, très probablement pas. Et la notion de consentement... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.